J'y vais. Hop. Tchic. Maintenant, tu devrais pouvoir. Non, non, faut pas, mais c'est pas grave. Écoute, je vais, ah non, l'animateur a désactivé le partage d'écran. Non, mais c'est pas vrai. Ça marchait tout à l'heure. Donc, en fait, là, je peux pas mettre ni la Alors, vidéo. te stresse pas. Attends. Je Non, non, vais. ça ne me stresse pas. euh, Ok, c'est bon normalement. Oui. Voilà. Super, on est. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie de vous recevoir ce soir dans le cadre de Lean In Luxury, le cercle des femmes futures cadres et leaders du luxe. Et nous avons donc pris en compte donc une conférence qui s'appelle donc Afrique et Luxe. Et aujourd'hui, c'est la première édition, donc le Online Summit Series, qui va donc continuer avec des experts dans l'univers du luxe et de l'Afrique. Je remercie à ce moment également à Lady Sapra qui nous a prêté son image pour les Online Summit Series. Et donc ce soir, j'ai le grand plaisir et je suis extrêmement ravie de vous présenter Françoise Hernaez, qui est la directrice de Culture Luxe de chez Ipsos. Elle va nous vraiment ce soir surprendre et nous présenter des nouveautés vraiment intéressantes. Donc, très bonsoir, Françoise. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là et de partager avec vous, donc en virtuel, puisqu'on se rencontre plus beaucoup en réel. Et voilà, et je remercie Bettina de m'avoir invitée sur cette thématique qui me tient à cœur. Tu veux que je commence le déroulé, Bettina? Volontiers. Allez. Donc, pour vous parler du contexte, en fait, ce que je vais vous partager, c'est plutôt mon point de vue à partir d'un travail de curation, finalement, de veille sur tous les éléments que je trouve qui sont en train de bouger en Afrique et qui sont des indices de grands changements, à mon avis. Et on terminera par quelques petits éléments d'études qui ont été menés. Puisqu'en fait, je dirige une équipe qui est spécialisée dans l'univers du luxe chez Ipsos, plutôt des femmes, et qui sont très curieuses, avec plutôt un background qui est de planning stratégique et de curiosité. J'ai passé beaucoup de temps dans ma vie en Afrique et j'aimerais pousser beaucoup plus de projets de connaissance du luxe en Afrique chez Ipsos. Et notamment, je m'occupe d'une grosse étude qui est notre gros tracker sur le luxe à l'international. Et j'aimerais un jour avoir la possibilité de faire un grand terrain, une vague sur l'Afrique, ce que je n'ai pas réussi à monter pour l'instant. Donc, vous allez voir, les éléments qu'on a sur l'Afrique sont plus des éléments sur la classe moyenne émergente. Voilà. Alors, pour commencer, le beau sujet proposé par Bettina sur luxe et Afrique, moi, m'a inspiré surtout… Ah, je n'arrive pas à changer de slide. Si. Trois mots clés qui me semblent très importants, j'espère que vous voyez à l'écran, qui sont jeunesse, tech et créativité. Ce sont vraiment des éléments très importants qu'il faut avoir à l'esprit
quand on pense à cette thématique luxe et Afrique. Pourquoi jeunesse? C'est toujours bien de rappeler, là je vous remets la pyramide des âges du continent africain par rapport par exemple à la pyramide des âges en Europe. Vous voyez une jeunesse extrêmement importante et dans le monde, c'est le continent de la jeunesse. Donc c'est important de l'avoir en mémoire. Tech, pourquoi tech? Parce que même si les infrastructures parfois traditionnelles sont peu développées en Afrique, qu'il y a des problèmes encore avec l'électricité, avec des choses très basiques, il y a toute une innovation sur les nouvelles technologies, sur la mobilité, de start-up sur la tech qui sont extrêmement importantes. Et je vous partage, ça c'était un post que j'avais cette semaine de Facebook qui expliquait qu'il créait un nouveau centre à Lagos au Nigeria, vraiment pour bien comprendre toutes les possibilités de la tech en Afrique et avec des Africains à la barre, ce qui est important. Et je pense que ça, c'était une nouvelle emblématique et intéressante de cette importance de la tech sur le continent africain. Continent africain où on a très souvent les clichés des grands espaces naturels, de cette nature merveilleuse, mais qui est aussi un continent avec des très grandes villes. Là, je vous ai mis une image de Lagos, 20 millions d'habitants, une des 10 plus grandes villes du monde. On a souvent cette idée sur les villes, les grandes villes asiatiques, les Shanghai, etc. Mais c'est aussi la réalité de certaines villes africaines. Ce qui m'intéresse aussi, et je pense que ce qui est… alors, la qualité de l'image n'est pas top, là, mais je vous ai mis un scan des grands labels musicaux, justement au Nigeria, mais aussi au Sénégal, dans d'autres pays, qui témoignent vraiment d'un boom créatif au niveau musical, avec une industrie finalement et des industries créatives, mais particulièrement musicales, qui sont extrêmement puissantes et dynamiques. C'est intéressant de s'en rendre compte. Si on prend quelques people et stars qui sont extrêmement présentes, on a l'exemple de Wizkid. Je vous ai remis un petit scan où vous voyez qu'en fait, en moyenne, enfin, il a un peu plus de 11 millions d'abonnés et c'est un influenceur africain qui joue un rôle dans l'univers du luxe. Il choisit parfois des tenues très ostentatoires comme celle de Louis Vuitton. Il a aussi des partenariats, il a défilé pour Dolce Gabbana et en même temps, il va faire la promotion de jeunes créateurs locaux. Donc, on retrouve ce mix très souvent chez ces grands influenceurs africains. Et lui-même est passionné de mode et il a créé une marque qui s'appelle Starboy et qui est une marque sélective premium qui commence à se développer. Un autre exemple que je trouve intéressant, c'est Tiwa Savage. Même chose, la même caractéristique, des millions d'abonnés, grande influence au niveau africain et un goût pour la mode qui est toujours entre des marques vraiment emblématiques, des Gucci et avec une représentation et un plaisir à porter ces marques et en même temps tout un rôle de vitrine par rapport à un artisanat et à des modes et à des créateurs africains et qui commencent à être connus, que ce soit Wizkid ou que ce soit Tiwa Savage. Là, il était au Royal Albert Hall, il était au festival de Coachella. Aux États-Unis, Tiwa Savage commence à faire parler d'elle. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve dans cette boom créatif à la fois la revendication de racines, la mise en avant de créateurs de luxe locaux et cette appétence pour les marques de luxe internationales. Je parlais de musique, mais il y a aussi ce boom cinématographique. On ne le sait pas, mais au Nigeria, Nollywood, c'est la deuxième puissance cinématographique au monde en nombre de films produits par an. Alors, c'est beaucoup de films très populaires qui sont consommés en Afrique, mais avec une sophistication croissante et notamment toute une culture des séries. Là, je vous ai mis un petit patchwork de séries qui sont consommées. On voit que Netflix commence à s'intéresser vraiment sérieusement à ce qui se passe au Nigeria et donc avec plus de visibilité au niveau international de cette création cinématographique. Ça,
ces trois thèmes-là que j'évoquais en entrée, la jeunesse, la tech et ce boom créatif, pour moi, ce sont les caractéristiques principales de l'Afrique aujourd'hui. L'image qu'on en a traditionnellement pour les industries du luxe, c'est plutôt des choses traditionnelles qui sont les ressources. Effectivement, l'Afrique, ce sont les ressources naturelles, des métaux précieux, des diamants, des pierres précieuses, beaucoup d'ingrédients naturels pour la parfumerie, la cosmétique naturelle, c'est d'une richesse incroyable. Et l'image construite est plutôt associée à une forme presque coloniale, hein, en fait, de bassin dans lequel on peut puiser des richesses naturelles extrêmement importantes. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir aussi comment cette réalité évolue. Autre élément encore qui peut paraître assez traditionnel, c'est les inspirations. Finalement, l'Afrique véhicule tout un imaginaire qui a toujours influencé beaucoup de créateurs dans l'univers de la mode. Repartager cet exemple des dessins et des croquis dans les années 60 d'Yves Saint Laurent qui présentait sa collection de robes africaines, qui était plutôt en fait une réinterprétation, une recréation d'un style africain imaginé par Yves Saint Laurent. Mais pour moi, c'est peut-être un début avec une multiplication d'inspirations liées à l'Afrique dans l'univers de la mode et du luxe. L'évolution qu'on peut constater, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de partenariats. Si on regarde les collections qui étaient magnifiques l'année dernière de Dior, avec beaucoup de, je pense que vous en rappellerez, il y avait beaucoup d'espèces de toiles de Jouy, en fait, d'imprimés, comme des toiles de Jouy, sauf que les imprimés, c'était des imprimés plutôt inspirés par l'Afrique et dont les tissus étaient produits par la société Uniwax, qui est basée à Abidjan et en Côte d'Ivoire. Donc souvent on vous dit ah oui non mais la wax c'est des Hollandais, c'est pas du tout africain, mais la réalité en fait c'est quand même que c'est le tissu qui habille la majorité des Africains et qui reste extrêmement présent dans la culture africaine, et que certaines maisons, notamment cette maison là en Côte d'Ivoire, ont tout un art finalement de créatif associé à ces tissus. Donc voilà, toujours une Afrique qui inspire des marques de luxe. On l'a vu également avec Hermès, mais on va avoir de plus en plus des marques de luxe qui vont s'intéresser à la culture locale et lui rendre hommage. C'est ce qu'a fait Dior, mais c'est ce qu'a fait Hermès aussi, en ayant toute une recherche iconographique et une recherche de compréhension culturelle avec le travail qui a été fait sur les collections de foulards inspirés des tissus ndop, qui sont des tissus traditionnels camerounais dont on voit une image. Donc la nature de l'inspiration, elle est devenue finalement de plus en plus respectueuse et curieuse des origines de ces créations en Afrique. Donc voilà pour moi d'autres choses qui sont en train de bouger et d'évoluer, même si l'ancrage est très traditionnel. Et ce qui bouge et qui m'interpelle le plus aujourd'hui, ce sont des créateurs africains qui réussissent à émerger un petit peu plus sur la scène internationale. Ce qui est intéressant, c'est que très souvent, ce sont des marques qui sont associées à un respect du développement durable, du respect des gens, en fait, des humains, et donc des marques locales équitables qui se développent considérablement. J'en ai choisi 3, il y en a beaucoup plus, hein, mais 3 que je trouve très intéressantes. Une marque qui est à l'origine une marque de bijoux que je trouve magnifique chez Coco, et qui aussi fait des chaussures maintenant. Un label qui commence à être bien connu qui s'appelle Orange Culture, qui aussi fait passer des messages sur le gender fluid, ce qui n'est pas facile en Afrique et qui est assez audacieux et qui est intéressant, avec montrer des hommes aussi qui assument leur part de féminité. Et puis une marque qui est un peu plus installée, mais qui continue vraiment et qui œuvre et qui se développe bien, qui est Lemlem, qui a été créée par une ancienne mannequin des années
je ne sais plus si c'est 90 ou 2000, Lia Kebede, et qui est une marque éthiopienne qui revendique en fait sa culture éthiopienne bio et qui est fait par des tisserands traditionnels éthiopiens. Ce qui est intéressant, je vous ai mis Fashionomic Africa, c'est de voir, ça c'est un exemple, mais se développer finalement des plateformes de soutien à l'entrepreneuriat africain dans les métiers créatifs, puisque il y a vraiment beaucoup de manque d'infrastructures, que les gens peuvent se trouver très isolés, donc peuvent fonctionner en créant leur réseau, mais ces types de plateformes qui se créent et qui créent cet esprit de partage peuvent aider quand même beaucoup de créateurs et capitalisent finalement sur cette bonne image de l'artisanat africain. Dans les plus prestigieux et dont on a entendu parler, on a aussi des gens comme Agougou qui sont là le lauréat du prix LVMH l'année dernière. On le voit en train de recevoir son prix. Mais ce qui est intéressant, c'est que vraiment, il capitalise complètement sur ses origines africaines en disant « Mon style est purement africain car je suis africain. Et parce que mon travail se base sur les expériences que j'ai eues dans mon pays, qui est mon ADN pur. » Je sais que dans une de ses collections, il rend hommage aux femmes qui ont lutté contre l'apartheid, que c'est des femmes noires, des femmes blanches dans les années vraiment 60. Et sa mode s'inspire certaines collections de ces femmes-là. C'est vraiment intéressant de voir cette identité construite et cette revendication et puis cette qualité créative. On a aussi des marques qui vont émerger et être visibles par leur capitalisation sur des personnalités qui sont des people. On a par exemple des tenues de Tongoro qui étaient portées par Beyoncé dans son clip Le Roi Lion. Et cette marque, donc, qui est créée par une Sénégalaise qui s'appelle Sarah Diouf, se retrouve là, je regardais dans les classements Fast Company, dans les 50 entreprises les plus innovantes. Donc, il y a à la fois la créativité, mais aussi un esprit business qui développe et qui peut porter ces marques-là. Dans le côté innovation, tech et bonnes idées intéressantes, je trouve que Pink Label Congo est extrêmement intéressante. C'est une créatrice qui est d'origine congolaise, qui s'appelle Anifa, et qui a été la première finalement à avoir l'idée, et puis l'énorme boulot que ça a été de modéliser ça, et qui a fait le premier défilé avec des modèles 3D modelés sur les corps de ces mannequins réels. Je vous montre quelques images, j'espère que la vidéo passera bien. Donc, je ne vais pas vous laisser la vidéo qui est magnifique d'ailleurs trop longtemps, mais vraiment, elle a partagé depuis son compte Instagram et ça a eu un effet boule de neige et ça permet aussi de faire connaître ses créations de manière très intéressante. Il n'y a pas que l'univers de la mode, il y a tout un univers lié à l'art de vivre et à la beauté avec ces marques locales qu'on a vues émerger. Iswara, RNR. Et je vous le disais, à chaque fois, on a toute une dimension éthique dans la manière de produire, respectueuse des humains et qui magnifie finalement les matières premières qui sont développées, que je trouve très intéressantes. L'univers où ça m'a le plus marqué, et là c'est un peu mes deux exemples préférés, ce sont deux créatrices, l'une d'origine de Guinée-Bissau et de Sierra Leone, qui sont des success stories dans le domaine de la joaillerie. Et je trouve leur création d'une part magnifique, et d'autre part, elles l'ancrent vraiment dans leur culture et dans leur tradition. Et j'aime bien ce que dit Vania Lélès, qui dit « Même si les maisons de renommée mondiale
ont toujours obtenu la majorité de leurs pierres précieuses en Afrique. C'est un peu le sourcing que j'évoquais tout à l'heure. Il n'y a pas un seul Africain qui dirige une maison de joaillerie. Nous avons toutes ces ressources naturelles, alors pourquoi ne pas en faire le commerce et la production, surtout quand les Africains les consomment, puisqu'on va voir après consommation l'émergence des affluents africains. C'est également, je voulais reciter ce que dit Sata Matouri. Elle dit « Les créateurs de bijoux africains doivent souvent faire face à des idées préconçues sur ce qu'est le design africain, notamment des stéréotypes coloniaux qui le considèrent comme primitif, mais il existe une riche histoire de l'artisanat et de la joaillerie. Chaque région a son propre style. Le Ghana avec son patrimoine en or, les remarquables colliers Maasai du Kenya, les perles nébélées d'Afrique du Sud, les parures touareg du Mali, les perles de corail du Nigeria, les anciennes influences égyptiennes. Je trouve ça formidable qu'on ait des jeunes créatrices qui ancrent et qui aient cette curiosité culturelle et puis la modernité de leur création. Donc voilà pour finalement, moi, ce qui m'interpelle aujourd'hui et ce que je trouve passionnant. Et après, là, c'est mon côté études, puisque je représente Ipsos, qui est un institut d'études. On a à peu près 1000 collaborateurs en Afrique avec plusieurs hubs. On a un hub à Lagos, un très gros hub à Lagos, un à Nairobi, un à Johannesburg, un à Abidjan. Et on a en fait une présence de panélistes africains dans nos panels. On a des enquêtes par sondage classique, on fait de l'ethnographie, de l'écoute des réseaux sociaux, qui est un moyen très intéressant en Afrique, avec pas mal de profils ouverts et le fait de comprendre des choses. Et finalement, on a aujourd'hui pas mal d'études qui sont développées localement ou au niveau international, mais plutôt sur de la grande consommation. Finalement, peu de choses sur le luxe. On a une grande polarisation. Là, cette petite carte, je la trouvais bien parce qu'on voit bien là où sont finalement les plus riches, les ultra riches en Afrique, puisqu'on va les retrouver bien en Afrique du Sud, au Kenya, en Ouganda, au Cameroun, au Nigeria, au Ghana et au Maroc. En fait, ce sont là où on a les clientèles africaines les plus fortunées. Alors, c'est un peu le cliché, mais oui, on a ces high net worth individuals africains qui sont en pleine croissance, qui sont plus nombreux, même s'ils représentent une très petite élite au niveau du continent, et qui sont également représentés avec des fortunes colossales aussi. Là, j'ai remis une capture d'écran de Forbes qui parlait des grandes fortunes, avec des gens, il y a vraiment des gens qui ont fait fortune dans les télécoms, la distribution, les énergies, avec des parcours différents, mais qui dominent vraiment le continent africain avec une certaine stabilité de cette super élite. Là, ce ne sont pas des high net worth individuals, mais des ultra riches qui ont des capitaux vraiment très importants. Ce qui est intéressant dans les observations que j'ai pu faire quand on nous parle par exemple de cette élite, c'est que traditionnellement, finalement, elle va consommer peu en Afrique. J'ai peu de données sur cette cible de très riches. Là, c'était un témoignage qui était à l'occasion des conférences Luxury Connect Africa, où la personne disait, on estime en fait que 90% de la consommation du luxe fait par les Nigérians fortunés se fait plutôt à Dubaï, Londres ou Paris qu'en Afrique. Et ça, c'est un phénomène qu'on retrouve au niveau international, le fait d'avoir des ultra-riches qui vont plutôt consommer à l'international. Ce que je trouve intéressant, c'est plutôt de voir émerger certains lieux. Là, ce magnifique temple du luxe, entre guillemets, qui s'appelle Alara, qui a été créé justement par des influenceurs et un couple de gens très fortunés nigérians à Lagos, mais du coup, qui vont créer une vie du luxe local avec un très grand raffinement et eux-mêmes
faire ce travail finalement de curation pour trouver des marques, des créateurs et les proposer, les mettre en avant sur place. Donc ça, je trouve ça intéressant. Mais la majorité des études, là je vous ai mis une petite frise en bas, ce sont des études qui sont faites par nos équipes au Nigeria, en Côte d'Ivoire, pour beaucoup, sont plutôt des études sur la classe moyenne, qui n'est pas la même classe moyenne que dans les pays occidentaux, mais qui finalement est une classe qui a des revenus disponibles et là, plutôt pour consommer des cosmétiques, des parfums et tous ces éléments qui font également partie du luxe. Et je voulais vous partager quelques éléments qui sont extraits d'une étude qui a été menée en 2017. Donc, elle date un peu, mais je n'avais pas de données plus récentes et je trouvais qu'elle était très intéressante. C'était un peu pour lever les clichés qu'on peut avoir sur la middle class et sur les femmes africaines. Donc, c'est une étude qui a été réalisée au Sénégal, Côte d'Ivoire, Nigeria, Cameroun, Ouganda, Kenya et Afrique du Sud, avec des femmes qui vivent dans les grandes villes, mais aussi dans les zones rurales. Et on avait 3500 personnes qui étaient interrogées. Et on avait présenté déjà cette étude, là je ne vous l'ai pas remis, puisqu'on est plus sur un mode, j'espère, d'échange, de convivialité, que vous allez me poser plein de questions. Mais on avait fait un événement, on avait mis des teasers pour montrer qu'on allait un peu contre les idées reçues. Et parmi les idées reçues, il y avait finalement que les femmes africaines étaient plutôt des femmes au foyer. Et là, on a quand même 42% des femmes africaines qui ont un travail régulier, avec des variations qu'on voit assez importantes selon les pays, notamment 53% en Côte d'Ivoire, 49% au Nigeria, avec des niveaux de femmes africaines qui ont un travail régulier et un nombre important de femmes africaines qui dirigent une entreprise, puisqu'on avait 8,7%. Autre donnée, près de la moitié des femmes africaines gagnent leur vie, 49%. On avait une autre question sur la situation familiale. On en a 65% qui sont mères, 53% qui vivent en couple, 35% qui sont célibataires et une part importante aussi de divorcés. Le fait que ce sont des femmes qui sont de plus en plus connectées. On avait une question sur l'accès à Internet et à leur travail, école ou cybercafé. Et c'était en 2017. Je pense que ça a progressé encore. Et on avait des niveaux élevés de connexion. Un autre paradoxe, on avait une question, bon, peut-être qu'elle était un peu orientée, mais une question sur la priorité dans la vie des femmes. Et on leur demandait si la famille, c'était leur priorité. Et c'était intéressant de voir à 55% qu'elle nous disait pas du tout d'accord, puisque ça n'est pas l'unique priorité. On a également des femmes qui sont engagées. 65% des femmes africaines votent. 45% font partie d'une association. Vous voyez, il y a des fortes disparités quand même sur le continent, mais c'est intéressant de voir une forme d'activisme et d'engagement qui est vraiment importante. Et puis, une question sur leurs préoccupations, les principales préoccupations aujourd'hui des femmes africaines, et c'était en premier l'indépendance financière, les inégalités hommes-femmes à 66%, l'éducation des filles, les violences faites aux femmes, le chômage et l'accès aux soins. Et malgré tout, quand même, une vision positive de l'évolution de la condition féminine sur le continent, puisque 74% d'entre elles, de ces femmes interrogées, estimaient que la condition féminine s'est améliorée ces 5 dernières années.
un niveau important. Donc voilà un peu les éléments que j'avais envie de partager avec vous et puis de voir ce que ça suscite chez vous comme question, comme interrogation, comme étonnement, comme confirmation. Voilà. Je ne sais pas, Bettina, si tu veux faire le médiateur des questions ou si vous pouvez me poser des questions directement. Alors, premièrement, un très grand merci, Françoise. Je crois que j'ai dit la chose qui était juste. C'était vraiment une surprise et avec des données extrêmement importantes. Est-ce que vous avez à ce stade des questions? Je vous ai proposé de les poser idéalement dans le chat. Comme ça, nous pouvons donc répondre. Tu vois des questions? Pour le moment, non. Non. Alors, en attendant les questions, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi poser une à Françoise. Alors, Françoise m'a raconté qu'elle a toujours beaucoup voyagé en Afrique et je voulais en fait te poser la question, quel est vraiment ton souvenir que tu oublieras plus jamais? Alors, j'en ai beaucoup en Afrique, des souvenirs durables. Je pense que, bon, après, mes meilleurs souvenirs ne sont pas forcément les souvenirs professionnels, mais plus personnels. Et un endroit qui m'a vraiment marqué, où j'étais il n'y a pas très longtemps, c'est l'île de Gorée, en fait, au Sénégal et où j'ai été frappée par la beauté de l'endroit, par le, le- la puissance de cet endroit qui était une place tournante de l'esclavage. Et c'était de voir en fait, tous ces Américains, ces Noirs américains qui étaient extrêmement présents et extrêmement émus déjà sur le bateau et sur place quand on était sur l'île. Et en même temps, un endroit un peu magique puisque quand j'y suis allée, j'étais hébergée dans une maison d'hôtes associative qui est super intéressante et qui produit un artisanat de qualité exceptionnelle. C'est ASAO en fait. Euh, et qui est présent à Paris aussi. Et bon, l'ensemble de l'expérience, voilà, c'est pour moi un des moments marquants et inoubliables. Ah, super. Alors, donc, une réponse, une question, bien entendu. Alors, pourrez-vous dire que la femme africaine a une envie de copier la mode européenne comme valeur sûre? C'est une question de Sarah Laquelle. Je pense, si j'ai bien compris la question, je pense je pense qu'il y a les deux en fait. Je pense qu'il y a les deux dimensions qui sont aussi importantes, c'est-à-dire l'appétence, la curiosité, le fait de copier euh, vraiment et d'être extrêmement curieux des grandes marques européennes, italiennes et françaises en particulier. Je pense que ça, c'est une réalité extrêmement présente. Et en même temps, la curiosité pour des créateurs locaux qui ont des identités qui mêlent leur histoire, des savoir-faire locaux. Et justement, c'est pour ça que je prenais l'exemple des influenceurs là, nigérians qui alternent un total look Louis Vuitton ou Gucci avec des tenues qu'ils vont porter pour des concerts ou des clips qui sont de créateurs beaucoup moins connus. Et j'ai l'impression qu'il y a une cohabitation de ces deux choses.
Ah, merci, j'espère que ça a répondu à la question de Sarah. Nous avons donc dans le chat une autre question de Cécilia Goutran. Françoise, je crois que tu la vois, non? Est-ce qu'on observe davantage une stratégie de développement global du continent ou plutôt des instances distinctes par pays? Par exemple, le développement du secteur du luxe, des influenceurs. Je pense qu'il y a deux choses. Je pense que les plateformes, en fait, qui essaient de faire de l'Afrique une marque crédible et qui soutiennent des créateurs africains, oui, ça peut se faire au niveau panafricain. Et je pense que c'est intéressant. Euh, et ça va aussi avec la culture digitale, la culture de la connexion et ces créations de réseaux-là. Après, au niveau des influenceurs, je pense que le poids du Nigeria et des stars nigériennes devient énorme sur les autres pays africains et au niveau international. Donc, je pense qu'il y a une influence du Nigeria qu'on n'a pas fini de mesurer et qui va devenir, je pense, de plus en plus importante. Merci, j'espère que Cécilia, ça a répondu également à la question. Alors, nous avons une autre question. Alors, Sarah dit merci pour vos réponses. Avez-vous remarqué qu'une gamme d'objets de luxe qui n'est pas leur centre d'intérêt ou l'inverse, une gamme ou un objet qui suscite beaucoup d'intérêt? Alors, c'est pour ça que j'aimerais, moi, faire une vague du World Luxury Tracking. Il faut juste que je trouve des souscripteurs. J'ai déjà, en fait, là, cette année, on travaillait sur Europe, États-Unis, Asie, parce que vu la crise, c'était important pour nous d'être sur les pays piliers du luxe. Mais j'ai déjà proposé, il y a 2 ans, j'ai fait un peu un tour de piste des souscripteurs fidèles de cette étude. Et ils m'ont dit, oh non, ça ne bouge pas assez, on n'a pas de choses assez nouvelles pour l'instant, donc ils étaient moins partants. J'espère l'année prochaine, je vais refaire ce tour de piste parce que j'aurais besoin justement d'avoir, quand on fait de la veille, parce que moi, mon métier, c'est à la fois de faire des études, quanti, quali, et puis de faire de la veille. Quand on fait de la veille, on voit des informations très contradictoires sur ce sujet-là. Donc, je vois certains articles avec en appui des études, mais parfois anciennes, hein, qui ont été menées en 2014, 2017, notamment une étude WealthX, mais qui disent oui, c'est l'intérieur design qui explose, qui est super important pour les hyper affluents africains. Après, je vois une autre chose sur les jets privés ou sur les très très riches. Après, je vois des choses sur les classes moyennes et le boom du marché du parfum. Pour moi, c'est pour ça que j'ai choisi de vous partager ce en quoi je crois et qui m'intéresse en Afrique aujourd'hui, et moins une vision vraiment marché. C'est que pour moi, je n'ai pas assez de données fiables aujourd'hui sur cette vision marché. D'accord. Alors, je voulais aussi, comme je te connais un tout petit peu plus peut-être que certaines de nos intervenants, de nos invités, je voulais surtout savoir, est-ce que tu peux nous parler ce soir un peu plus que ce que tu fais au niveau des femmes? Je sais que tu as une équipe très féminine, tu t'occupes auprès d'Ipsos vraiment toujours de pas mal de choses. Est-ce que tu peux nous dire ce soir, parce que nous sommes quand même en quelque sorte un cercle de femmes, qu'est-ce que tu en fais et quel est ton engagement là-dedans? Alors, en fait, chez Ipsos, on a créé une structure qui s'appelle Women in Ipsos, qui était des volontaires pour animer finalement et réfléchir à nos parcours à l'intérieur d'Ipsos. Alors, bon, c'est une organisation qui est internationale, hein, puisqu'on est dans 90 pays. Euh, sur la France, dans les métiers où on est, dans les sociétés d'études, on n'a pas de problème
d'inégalité des salaires ou de choses comme ça extrêmement visibles comme on peut avoir dans d'autres pays. En revanche, on a toujours besoin de lutter contre des clichés par rapport aux carrières des femmes, besoin de lutter contre les plafonds de verre et puis de valoriser finalement la solidarité qu'on peut avoir entre femmes. Je pense que le mode de management peut être assez différent. Et puis, on a développé, notamment avec Women in Ipsos, pas mal de mentorat. Moi, j'arrive à la cinquantaine avec l'idée quand même que j'ai envie de faire partager mes erreurs, mes bonnes pratiques, mes idées aussi avec les femmes les plus jeunes qui commencent leur carrière. Et le mentorat, par exemple, c'est un des moyens, un des moyens importants d'aider les femmes à mieux gérer leur carrière, puisqu'on reste quand même... à la fois, je trouve que c'est très paradoxal parce qu'en même temps, je trouve qu'il y a certaines caractéristiques du management féminin que je suis fière et que j'aime revendiquer et sur l'aspect collaboratif, sur peut-être se mettre moins en avant parfois et savoir plus partager. Et je caricature un peu. Et en même temps, toutes les maladresses qu'on peut avoir dans la gestion de nos carrières, de se sous-estimer, de ne pas savoir avoir assez confiance en soi pour accepter certains challenges et tout ça. Et donc, je pense que ça, c'est important aujourd'hui. C'est ce que je trouve aussi intéressant dans ton activité, Bettina. Et du coup, on a travaillé un peu ensemble. Et je trouve que dans la manière de travailler, c'est aussi quelque chose de très important, cette façon de voir les choses. Tu as finalement constaté que c'est un problème interculturel ou c'est uniquement au sein de ton équipe ou en Europe? Ou c'est vraiment au niveau Ipsos mondial? J'ai l'impression que c'est vraiment au niveau Ipsos mondial. Et même pas uniquement Ipsos mondial, c'est toute femme confondue qui travaille aujourd'hui. Oui, non, mais je pense qu'à des degrés différents, des degrés très différents et des histoires très différentes des dernières décennies, mais on a vécu comme au niveau mondial dans l'éducation qu'on a eue à travers les générations qui nous ont précédés, des choses communes quand même. Donc un poids commun sur certaines choses. Ça, c'est assez impressionnant. Alors, est-ce qu'on peut espérer que tu deviens membre également de Lean in Luxury? Oui. Non, mais ça, tu me connais, c'est quelquefois, c'est des questions un peu indiscrètes. Est-ce que, chers internautes, est-ce que vous avez encore quelques questions? Une petite dernière avant qu'on clôture la réunion de ce soir? Est-ce que par rapport à la question de Cécilia et de Sarah, Françoise a bien répondu? Vous avez, je pense qu'on va partager sur notre site aussi, si vous voulez voir, enfin, vous aurez un lien, je ferai passer à Bettina, avec l'intégralité de l'étude, dont j'ai extrait juste quelques slides à la fin, si ça vous intéresse. Oh, super. Ouais, ça sera... Alors, super, ça, on va mettre en fait à la demande, comme ça, avec très grand plaisir. On va transmettre ces informations. Alors, apparemment, alors surtout, Françoise, tu as répondu à toutes les questions dans le chat et il vous remercie ou il te remercie pour une réunion extrêmement enrichissante. Donc, bon, super, moi, je peux juste te remercier.
Merci à toi, Bettina, et j'espère les rencontrer en vrai un de ces jours. Ah oui, ça c'est obligatoire. Merci pour ta disponibilité et cet exposé extrêmement enrichissant ce soir. Merci, Françoise, à très merci à vite. tous. Bonne Bonne soirée. soirée. Au revoir. Au revoir.